Nous venons de voir, dans la première grande partie, comment les chocs d'offres et de demande modifient le chemin d'activité de l'économie. Un des types de crises abordées correspond aux crises déflationnistes, c'est-à-dire celles qui s'accompagnent de baisse des prix. On va étudier plus spécifiquement la spirale déflationniste et le rôle du crédit, l'idée générale étant que le crédit joue un rôle amplificateur à la fois à la hausse, à la baisse, dans les fluctuations économiques. On comprend cet effet du crédit à travers ce que l'on appelle le cycle du crédit. Le cycle du crédit explique comment le crédit amplifie les variations de l'activité à la hausse comme à la baisse. Le cycle du crédit contribue à expliquer le caractère endogène de l'instabilité de la croissance. Cette idée d'endogène, c'est-à-dire que dans la croissance est inscrite la possibilité d'une crise future, et ceci lié aux pratiques de crédit. C'est ce que montre le paradoxe de la tranquillité de Minsky. En période d'expansion économique, le paradoxe de la tranquillité joue à plein, c'est-à-dire que les agents s'endettent, financent des investissements et de la consommation à crédit. Investissement et consommation dopent la demande. La demande est dopée, la production augmente. Si la production augmente, les revenus augmentent et on a un optimisme général qui concerne aussi les banques et leurs pratiques de crédit. Les banques allouant plus facilement des crédits à des agents qu'elles considèrent comme solvables au regard de revenus qui sont en train d'augmenter. Ainsi, en période d'expansion, le crédit lui-même se développe et soutient l'expansion. C'est un cercle vertueux. Mais ce cercle vertueux prépare le retournement de la situation. En effet, le taux d'endettement des agents augmente pendant la période de croissance. Des crédits sont accordés à des agents moins solvables et des comportements spéculatifs se développent. Au fond, l'optimisme général mène à des comportements qui sont peu prudents. Ainsi se forment des bulles spéculatives sur un certain nombre d'actifs. Classiquement, les actifs sur lesquels les bulles vont se développer, ce peut être l'immobilier. Une bulle spéculative, ce serait par exemple se lancer avec des taux d'intérêt très faibles dans des programmes immobiliers dimensionnés de manière déraisonnable au regard de la demande possible pour ce type de logement. On construit à tout va dans la période de croissance, mais ces logements n'ont que la valeur spéculative. Ils ne trouveront pas preneur. Le même type de bulle spéculative se développe sur le marché des actions. Les actions s'échangent et plus elles sont demandées, plus leur cours monte. La faiblesse des taux d'intérêt incite à des pratiques comme en 1929 où le crédit sert à acheter des actions. La valorisation des actions en cours se déconnecte alors totalement de la valeur réelle des entreprises. C'est ce qu'on appelle une bulle spéculative. Ces comportements peu prudents préparent aussi le retournement de la conjoncture. Les comportements spéculatifs se retournent au premier signe de ralentissement de l'augmentation des prix de ces actifs. Ce fut le cas en 2009 avec les prix de l'immobilier qui ont commencé à ralentir et des banques qui jusque-là avaient alloué très généreusement des crédits à des agents peu solvables se sont mis à freiner leurs crédits distribués parce qu'elles avaient gagé les crédits distribués jusque-là en grande partie sur la valorisation future de l'immobilier acheté par les agents. Si le prix de l'immobilier baisse, les garanties des agents elles-mêmes se dévalorisent et les banques sont moins sûres de pouvoir être remboursées. Les banques ne se font plus confiance, ne se prêtent plus l'une à l'autre et hésitent à prendre le risque de financer les entreprises les plus fragiles, ce qui mène à une baisse de l'investissement et des licenciements pour alléger les charges. Et si on a ce point de départ, c'est-à-dire que les banques ne se font plus confiance, baisse de l'investissement et licenciement pour alléger les charges mène à un effondrement de la demande globale. Si la demande globale s'effondre, les prix baissent, c'est la déflation. Si les prix baissent, le poids réel de la dette augmente, les taux d'intérêt réels deviennent négatifs, c'est-à-dire qu'une large partie de ceux qui étaient endettés voient le poids du service de la dette s'alourdir de telle manière qu'ils deviennent insolvables. Les faillites se multiplient et aggravent la situation des banques qui, de ce fait, ont des pratiques de crédit de plus en plus frileuses, ce qui provoque la baisse de l'investissement et l'effondrement de la demande globale. On a vu donc comment le crédit pouvait accentuer les périodes de croissance, mais aussi approfondir les phases de dépression par des effets cumulatifs. On voit bien ici qu'il y a un risque particulier dans les situations de déflation, c'est-à-dire dans les situations de baisse des prix. Le risque de déflation, petit 2. Dans la phase de ralentissement, le crédit qui avait porté l'expansion accélère le retournement de tendance et fait entrer dans un cercle vicieux centré sur la baisse des prix, la déflation. Lorsque l'économie ralentit, les banques sont moins incitées à faire crédit car elles pensent que leurs clients éventuels ont moins la capacité de remboursement. Elles plongent dans une difficulté de financement les entreprises les plus fragiles et les petites structures comme les PME ou les entreprises artisanales, accentuant les phénomènes de faillite initialement dus à la faiblesse de la demande.
Donc les faillites se multiplient, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, accentuant le chômage et l'affaiblissement de la demande. Par ailleurs, la baisse des prix alourdit la dette réelle des agents. Le montant à rembourser augmente en termes de pouvoir d'achat. En fait, il n'y a que la baisse des taux d'intérêt nominaux qui peuvent alors compenser cette dégradation de la situation des agents endettés. Enfin, les banques détiennent des créances non recouvrables, d'autant qu'en période d'expansion, elles avaient tendance à prêter facilement même à des clients apparemment peu solvables, et ces banques finissent par ne plus accepter de se prêter des liquidités en échange de titres monétaires considérés comme douteux. C'est un cercle vicieux où le crédit joue un rôle procyclique, il accentue la dépression. Que faire face à cette dépression ? Comment redémarrer dans une situation de déflation ? Deux types de pensées peuvent s'opposer. C'est une question de politique économique et deux versions sont possibles. D'abord, dans une version libérale. L'idée libérale, ce serait que la déflation pourrait assainir l'économie si elle favorisait à long terme le redémarrage de cette dernière. Si elle élimine les producteurs les moins efficaces, la déflation peut en effet créer les conditions de la reprise. Si on se place sur le marché du capital, là où se confrontent les besoins de financement et les capacités de financement en capital, l'épargne d'un côté, l'investissement de l'autre. Sur ce marché, la chute de l'investissement pendant la déflation réduit la demande de capital et favorise la baisse des taux d'intérêt. Et donc, la baisse de ces taux d'intérêt incite les entreprises à réinvestir. Sur le marché du travail, là encore, un simple mécanisme de marché permettrait de revenir à l'équilibre de plein emploi. En effet, avec la déflation, le chômage contribue à la diminution des salaires, cette baisse des prix du travail permettant d'inciter à l'embauche. À un moment, le coût unitaire de production est si faible que l'activité des producteurs ayant survécu reprend. On peut aussi parler ici de régulation par la faillite. L'autre manière de voir la réaction à la déflation, ce serait la vision keynésienne. Keynes publie en 1936 la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie et conteste dans ce livre la vision libérale précédemment exposée. Pour lui, la baisse des salaires aggrave l'affaiblissement de la demande et approfondit la crise. Il n'y aura pas de rétablissement automatique au plein emploi et il est nécessaire que l'État intervienne pour assurer ce plein emploi. C'est la logique qui préside aux politiques de relance de la demande inspirées par Keynes, dont une application pratique a été le New Deal de 1932 ou encore la politique Obama en 2009. Un petit rappel, pour Keynes, il faut avant tout une politique de dépenses publiques qui vienne faire augmenter la demande et faire agir le multiplicateur keynésien. On peut dire encore les choses autrement, c'est-à-dire qu'il faut que l'investissement public vienne se substituer à l'investissement privé déficient. C'est d'abord la politique budgétaire qui doit agir accompagnée d'une politique monétaire accommodante de création monétaire qui peut passer par la baisse des taux d'intérêt. Dans ce que l'on vient de dire sur la déflation, on comprend que le cœur de la politique qui va permettre de contrer la déflation porte sur la politique monétaire. On peut comprendre que la politique qui semble la plus importante dans le cadre de cette prise en compte du rôle du crédit, c'est la politique monétaire. La politique monétaire, c'est-à-dire une action menée par les banques centrales, ce qui n'est pas sans complications politiques, puisque les grandes banques centrales, comme la Fed ou la BCE, sont indépendantes du pouvoir politique. Cette action est menée d'abord sur les taux d'intérêt sur la liquidité bancaire, c'est votre cours de première sur la création monétaire, sur les opérations de refinancement. C'est d'ailleurs, lorsque l'on regarde les taux d'intérêt, à l'évidence, la réaction qu'ont eue et les pays européens et les États-Unis face à la crise de 2009. On voit l'ajustement dès 2007 des taux d'intérêt américains qui, à partir de 2008, atteignent un taux plancher proche de 0%. Ce taux directeur correspond au taux de refinancement des banques commerciales. C'est dire aussi que la Fédérale Réserve refinance très largement, quasi gratuitement, les banques commerciales pour les inciter à distribuer du crédit. Du côté européen, la BCE réagit avec retard et diminue ses taux plus lentement, ne rejoignant la Fed qu'à partir de 2013, mais on voit aussi qu'elle va aller plus loin à partir de 2013, ce qui est en partie lié à une autre crise que vont subir les pays de la zone euro à partir de 2012.